Amis sportifs, fans de foot inconditionnel, de foot sur le but, bonsoir, un plaisir, un bonheur, un privilège pour nous de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de votre talk show d'analyse et décryptage de l'actualité sportive nationale et internationale. La CHAN Cameroun 2020, Cameroun-Maroc, Mali-Guinée, ce sont là les affiches qui vont meubler, n'est-ce pas, les demi-finales qui se jouent dès mercredi prochain. Mais avant d'en parler, nous nous attarderons bien sûr sur la brillante victoire, la brillante qualification des Lions indomptables, 2-1 face à la RDC. Retour dans ce programme des faits saillants qui ont émaillé, n'est-ce pas, cette rencontre. Et puis nous parlerons bien sûr d'Amad Amad qui a été réhabilité par l'UTAS et en fin de partie de programme de ce programme, nous attarderons encore une fois sur la FECAFOOT où se déroule, n'est-ce pas, la guerre des tranchées avec 51 membres de l'AG qui, n'est-ce pas, ont convoqué ces 2, 3 et 4 février une assemblée générale extraordinaire. La question que nous nous posons ce soir, quel crédit accorder à cette AG? Voilà, mesdames et messieurs, ce qui constitue le fil conducteur de cette toute autre édition de Foot sur le Grill. On se retrouve juste après cette courte transition pour accueillir mes invités déjà présents sur ce plateau. Tout simplement scotché, vous êtes sur Canal 24 Télévision. Nous sommes en direct aussi sur Facebook, programme interactif. Vous pouvez réagir via le numéro que la technique va afficher au bas du petit écran tout à l'heure. Alors, à l'instant, j'accueille mes invités qui arrivent au compte-gouttes. Je commence avec celui assis à mon extrême gauche, administrateur de football, Bertrand. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir Armand, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs de par le monde, aussi de la face à Facebook. Bonsoir particulier à ma petite famille du côté de Momo Salah et l'autre du côté d'Alam Paris Bolova. D'accord. Alors, avec vous, Bertrand, nous commençons avec une brève actualité. Fabrice Ondoa qui retrouve quand même la Ligue espagnole. Oui, effectivement, j'ai suivi l'actualité de bout en bout. C'est déjà une très bonne chose avec tout ce qui lui est arrivé en Belgique. Et d'autant plus que c'est quand même quelqu'un qui a été formé au FC Barcelone. J'ai toujours dit ça, que les Espagnols avaient beaucoup plus de cœur dans la mesure où quand ils te connaissent, ils t'appellent même déjà mon frère. Donc ils ne sont pas ailleurs qu'on va toujours t'appeler par ton nom. Ça montre déjà quand même que c'est des gens particuliers. Et puis là où il va, il connaît très bien l'équipe. Même parce que j'aurais entendu qu'il sera prêté en Croatie. Mais c'est déjà une très bonne chose de pouvoir renouer déjà avec ce haut niveau. Ce grand gardien que nous connaissons, de rebondir ailleurs et de montrer aux Belges que ce qu'ils ont fait, que c'était plutôt, ce n'était pas sérieux. Donc, toutes nos chances à notre champion d'Afrique pour qu'il puisse démontrer tout de quoi il est. Champion d'Afrique que certains auraient bien voulu voir au CHAN. Le CHAN aurait été un bon tremplin, une bonne rampe de lancement pour Fabrice Ondoa aussi. C'est vrai que Achou Kerido ne démérite pas. Non, Achou Kerido ne démérite pas. Ce n'est même pas une rampe de lancement. Moi, j'ai toujours dit que le Cameroun, c'est un pays qui peut gagner le CHAN chaque année. Juste qu'il faudrait mettre des stratégies en jeu. Et nous avons la matière. Parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de joueurs de cet acabit, de ce calibre, que nous pouvons tricher aussi et les ramener le jour, l'année du CHAN, les faire signer avec les clubs et pourquoi pas avoir une... Comme certains pays, notamment je pense ici à la Guinée où beaucoup de joueurs évoluant à l'extérieur sont rentrés au pays pour porter main forte, n'est-ce pas, la sélection après. Oui, la Guinée peut-être, mais pour eux, parce que je connais bien l'ossature de cette équipe guinéenne, il y a beaucoup qui n'ont pas donné, disons, ils n'ont pas satisfait. C'est même pour ça, parce que c'est des gars qui avaient fait une très bonne Coupe d'Afrique, une bonne Coupe du Monde. Mais en club, ça et puis en club, quand ils ont été recrutés, et ils n'ont pas donné. Mais c'est beaucoup plus le Maroc, déjà avec leur capitaine qui avait signé en Chine. Oui, et puis voilà,
Patatras, le voilà qui revient avec son club au Wydad, et puis le voilà au Chan. Donc voilà, il y a des stratégies comme ça à développer, mais c'est de bonne guerre. Hein. D'accord. Alors, vous me permettez d'accueillir notre consultant en séance, chercheur, M. Mfoula. Bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir à tous les téléspectateurs que je retrouve toujours avec un plaisir inégalé. Bonsoir également aux internautes qui nous suivent de par le monde entier. Bonsoir à tous les supporters de mon club fétiche, le Canon sportif de Yaoundé. Bonsoir enfin à tous les fans de Lions Indomptables, toutes catégories confondues. Et comment ne pas avoir une pensée pour les managers, vous savez, pour qu'il y ait cette mise en musique. Si on peut s'amuser comme c'est le cas, je crois que c'est parce qu'il y a quand même des grandes personnes à la baguette. Et parmi ces grandes personnes qui sont à la coordination, à la décision stratégique, figure bien entendu le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. D'accord. Alors, avec vous, une brève. Le Cameroun n'aura pas de représentant au comité exécutif de la CAF puisque la candidature de Seydou Bombonjoya a été rejetée. C'était même une provocation parce que je n'ai rien sur le plan personnel contre Seydou Chewat Bombonjoya, mais j'avoue quand même que nous, sa candidature à un moment a ressemblé à un serpent de mer. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui a autant de procès en attente, quelqu'un qui a autant de griefs contre lui, quelqu'un qui fait pratiquement l'unanimité contre lui, puisse avoir le toupin, ça dans le sens le plus poli du terme, puisse avoir le toupet de se présenter à une élection aussi prestigieuse. On a coutume de dire, Armand, qu'on ne vous demande pas d'être des saints. C'est ce que nos mamans nous disent. Je suis bantou. Mais lorsque vous postulez quand même à un échelon aussi élevé, arrangez-vous quand même qu'à l'intérieur, vous avez quand même, je peux dire, la majorité simple des gens derrière vous. Assurez-vous quand même qu'à l'intérieur, vous avez le soutien et de tous les membres statutaires et des institutionnels de votre pays. Comment quelqu'un qui peut avoir autant d'ennemis, que ce soit dans le domaine du football ou ailleurs, pour postuler de manière sérieuse à un tel niveau à l'international. Donc pour nous, ça ressemblait à un véritable serpent de mer. Bon, ce qui traduit quand même une certaine assurance de sa part. Le gars, il était serein, convaincu de ce que, bon, lui, il va finir son mandat à la tête de l'instance fétiche du football camerounais. Ou alors une certaine naïveté, vraiment, parce que... ça, je préfère vous le concéder. Ou alors, c'est conseillé. Lui, on parle radio, un grand service. Seydou Chewat Bombonjoya n'a pas oublié son séjour à la CAF. On n'aime pas beaucoup en parler ici, mais il a été le directeur de cabinet du président Hayatou. Et son séjour là-bas n'a pas été marqué par des faits d'armes extraordinaires. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais je crois que parmi les facteurs limitants du président Hayatou, il aura été l'un des plus actifs. Il aura été l'un de ceux qui aura impacté, de mon humble point de vue, négativement ou alors impositivement au mandat du président Hayatou. Je veux aussi dire qu'il avait de très mauvaises relations avec. Vous savez que le football est un petit milieu. À l'international, les gens se connaissent, les gens se parlent. Lorsque vous suivez les témoignages le concernant, non plus seulement sur le plan national, mais à l'international, il ne s'était pas fait beaucoup d'amis dans le quota footballistique, que ce soit en Afrique ou même ailleurs. Comment est-ce qu'il croyait que les gens allaient oublier en si peu de temps tout ce qui s'est passé? Ça relève quand même d'une naïveté extraordinaire. Non, je crois que à l'avenir, il faudrait même que pour ceux qui vont postuler pour des postes pareils, il faudrait quand même qu'il y ait un casting sérieux. Il faudrait que, pas des assemblées générales, mais il faudrait, pourquoi pas des assises, Armand, pour qu'on s'assure que ce monsieur au moins a les prérequis pour pouvoir postuler à un pareil poste. Parce que lorsqu'ils y vont, c'est pas là que je sors. Allons-y, très rapidement. Ils ne parlent plus intuitu personnel. Très souvent, on voit derrière eux l'image de leur pays. Donc ils sont
en quelque sorte les représentants, les mandataires de leur pays. Donc, je souhaiterais que le gouvernement, à l'avenir, soit très regardant sur la moralité, sur le parcours et sur les profils de tout ce qui postule à un poste à l'international. Qu'il faut qu'on s'assure que ces messieurs ne traînent pas beaucoup de casseroles, comme ça semble être le cas de Seydou Chewa Joya. D'accord. D'accord. Alors nous embrayons, n'est-ce pas, avec le tout premier sujet, lui, concernant la CAF, où d'après un communiqué du directeur de communication de la CAF, Alex Sioé, le Camerounais Alex Sioé, communiqué rendu public le 31 janvier dernier, où le président Ahmad Ahmad a repris les rênes de la CAF. Bertrand, quelle est votre analyse de cette réhabilitation? Oui, c'était normal dans la mesure où quelques semaines avant ici, nous avions épilogué sur ça. On a parlé sur le fait que Ahmad n'allait pas se laisser faire. Il allait justement intenter, bref, il allait essayer d'aller à un recours et il a saisi le TAS. Et puis le TAS lui a donné gain de cause. Le TAS a accepté que Ahmad peut, tout au moins, ils ont essayé d'étudier le dossier d'Ahmad et ils ont trouvé que c'est un monsieur qu'on devrait continuer à faire confiance pendant qu'on est en train d'investiguer encore, puisqu'on a donné la date butoir, que ça devrait être net avant, on devrait donner la décision finale avant la date des élections. Donc voilà ce qui se passe et je pense que comme la CAF est légaliste, ils ont bien voulu remettre Ahmad à son poste et vous avez vu non seulement que c'était disons le communicateur, mais aussi c'était le vice-président qui était par intérim, qui s'est déclaré, hein, de sa propre plume, il a écrit que lui n'avait pas de problème à ce que Ahmad retrouve son poste. Donc voilà, on espère que seulement qu'Ahmad sera là le 7 pour présider la finale. Mais c'est déjà une très bonne chose pour Ahmad d'avoir été réhabilité, mais on était toujours en train de parler ici il y a quelques semaines. Nous avions vu le cas de Platini, nous avions vu le cas de Blatter. Et c'est toujours le TAS qui est là, l'arbitre qui a toujours donné, qui a toujours accordé, disons, les faveurs, qui a toujours donné déjà beaucoup, disons, un verdict favorable à tous ces gens qu'on a épinglés du côté de la FIFA. D'accord. Vous allez revenir sur le sujet. Le temps pour moi d'accueillir Laurent Daké qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Mon. Bonsoir ton riche panel. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Canal 24. D'accord. Alors nous sommes sur cette cuisante et brûlante actualité concernant la CAF avec Ahmad Ahmad qui a été réhabilité le 31 janvier dernier. Est-ce à dire que les décisions prises par la FIFA et sa commission d'éthique et de gouvernance sont sujets à caution? Déjà, je voulais apporter une précision. Vous avez dû constater que les décisions du TAS sont au-dessus de tout ce que la FIFA peut prendre comme résolution. Donc, et ça doit servir de leçon à tous ceux qui pensent qu'une sentence se débat. La sentence ne se débat pas, elle s'exécute. Donc on exécute une sentence, on ne la débat pas. Même si on doit faire appel, même si on doit faire n'importe quoi, il faut respecter les délais des appels et tout. Alors, pour revenir à votre question, c'est très simple. La FIFA a pu sur elle de prendre certaines responsabilités à l'endroit de M. Ahmad. Et vous avez vu, Ahmad a un peu procédé à la camerounaise. Bien sûr. C'est-à-dire quoi, il a calqué, il a imité ce que les Camerounais savent bien faire depuis le temps. On l'a mentionné ici le TAS sur ce plateau et maintenant après avoir saisi le TAS, voilà que le TAS lui donne raison. Et
ridiculise par la même Comme occasion. quoi, il ne faut pas abdiquer, il ne faut pas jeter l'éponge au premier obstacle. Non, ridiculise par la même occasion la FIFA. La FIFA. Donc, justement. on peut dire que pour ceux qui pensent que la FIFA a une structure intouchable, que la FIFA, les résolutions de la FIFA sont des résolutions à appliquer automatiquement, c'est faux. Au-dessus de la FIFA, pour ce qui concerne les juridictions, il y a le TAS. Et après le TAS, il y a encore une autre juridiction. Donc, dites-vous cela. Et on ne peut pas se placer aujourd'hui. On se met dans des situations où on pense que la FIFA, parce qu'elle a décidé sur la base d'un article, on ne doit pas appliquer une sentence. Ma question, est-ce que les décisions de la commission d'éthique de la FIFA peuvent être questionnées? Est-ce que là, il ne se pose pas un problème sur la base de ce que vous avez observé? Oui. Sur la base de la sentence du TAS, vous comprenez que les décisions de la chambre d'éthique ne valent rien, de la FIFA ne valent rien. Ce sont des décisions. Non, je voudrais parler du fond, quoi. Est-ce que cela ne discrédibilise peut-être pas cette chambre? Non, mais la FIFA a encore quelle crédibilité? Quand la FIFA vient légitimer les usurpateurs, je vous vois venir créer tout un désordre pour essayer de favoriser certaines personnes. Vous pensez que la FIFA elle-même a encore quelle légitimité? La FIFA est en train de... En fait, moi je pense que Gianni Infantino est en train de réduire l'image de la FIFA. Ah oui. Parce que ses prédécesseurs ont tout fait pour laisser croire que la FIFA était une structure intouchable, que c'était une structure au-dessus des décisions. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de faire... Mais ils prenaient quand même des décisions qui étaient, à la limite, qui faisaient l'unanimité, quoi. Non, mais ça faisait l'unanimité, pourquoi? Parce qu'ils essayaient de trouver d'abord des manières conciliatoires, des solutions. Il y avait... Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? Cette volonté ils veulent l'imposer aux acteurs. Tu es acteur d'une chose, on vient t'imposer quelque chose, on veut t'amener à croire que c'est la FIFA qui t'impose. C'est faux. Aujourd'hui, si on attaque la FECAFOOT, on gagne la FECAFOOT dans les juridictions. Vous pensez que c'est la FIFA qu'on ne va pas attaquer? On ne peut pas gagner. Sur une institution, on va la gagner. Et concernant pratiquement ce qui est en train de se passer au Cameroun, que la FIFA s'apprête, parce que si elle continue à déstabiliser le football camerounais, elle sera attaquée. D'accord. J'accueille, n'est-ce pas, Pierre Claver, qui nous a rejoint lui aussi. Bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir à votre riche panel. Excellent début de semaine à tous. Quoi qu'il arrive, il faut garder le sourire. C'est vrai, je vais m'excuser très sportivement auprès des téléspectateurs de Canal 24 pour mon retard, mais c'est dû à une autre fonction. J'ai un tournoi auquel je suis le communicateur, c'est un tournoi jeune. D'accord. Donc je suis le communicateur. Si le temps nous permet, nous dirons un mot dessus en fin d'émission. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, on reste sur le sujet concernant la CAF avec Ahmad qui a été réhabilité, qui retrouve, n'est-ce pas, son fauteuil à la tête de l'instance fêtière du football africain. Et comment vous appréciez, n'est-ce pas, le fair play, n'est-ce pas, de Constant Omari qui, sans coup férir, a cédé le fauteuil et a d'ailleurs, il s'est d'ailleurs prononcé là-dessus. La CAF, est-ce que la CAF même ne gagnerait pas à prendre du recul vis-à-vis de la FIFA? Parce qu'à un moment, c'est de l'infantilisation, serait-on tenté de dire. C'est-à-dire, nous sommes manipulés. C'est la FIFA qui décide de qui doit diriger, de qui sera même candidat à l'élection. Comment vous appréciez, n'est-ce pas, cette infantilisation de l'Afrique, de la CAF surtout? Écoutez Armand, quand on crache au ciel, il faut s'attendre à recevoir des crachats sur votre visage. Et qui a craché au ciel ici? Cette FIFA. On ne vient pas... je l'ai dit la dernière fois sur ce même plateau, la colonisation du football camerounais, que la FIFA arrête. Parce qu'elle est en train de se mettre en mal. Elle ne peut pas prendre des décisions qui se retournent contre elle-même. Comme j'ai entendu mon copaniste dire tout à l'heure, après le TAS, les décisions du TAS, quand on va au TAS, ça prend tout le temps que cela va prendre. Parce qu'on étudie nos dossiers minutieusement, de fond en comble. Que la FIFA ne vienne pas faire la colonisation du football. On a été déjà colonisé, assez colonisé comme ça. On ne vient plus prendre ce qui nous reste. Moi je le dis, sincèrement, ça n'engage que moi. Donc je le dis,
ce qui arrive là, ce n'est pas une surprise. Vous avez compris? Maintenant, qu'à dire que la CAF, et effectivement, les Africains doivent se prendre en considération, s'ils veulent qu'on les considère. Ils doivent dire basta à certaines choses. C'est pourquoi je parle de colonisation. La CAF n'a-t-elle pas les moyens? Elle a des moyens, mais sauf que c'est dans une histoire de gré à gré. C'est dans une histoire de gré à gré. Infantino, c'est lui qui était le porte-parole, le porte-bonheur de Ahmad Ahmad. C'est lui qui a encore descendu Ahmad. Aujourd'hui, le TAS lui a remis dans le droit chemin, a remis Ahmad en position. Cela montre à suffisance que la FIFA, on sait à quel jeu la FIFA joue. C'est de la mafia. Si c'est de la mafia, comme nous le disent. Ça, c'est ce que je peux répondre à vos attentes par rapport à la question que vous m'avez posée. D'accord. Parce que c'est inadmissible. Quelqu'un que hier, on a tout dit de lui. Mais aujourd'hui, il a interjeté appel, il a eu gain de cause. Les faits parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? D'accord. Monsieur Mfoula, une réhabilitation, oui, certes, une réhabilitation, mais elle est provisoire, puisque la procédure suit son cours. C'était une mesure prévisionnelle afin qu'Ahmad Ahmad puisse candidater à sa propre succession. Ça m'étonnerait que la procédure puisse aller au-delà. Parce que ou bien que la sentence finale soit contraire. C'est parce qu'il est manifeste là. En droit, on appelle ça vice de forme. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais, en félicitant le président d'APE qui est là, quand même admirer la contradiction. Vous remarquez que la FIFA et la CAF appliquent à la lettre une sentence du TAS. La FIFA et la CAF qui sont au-dessus des fédérations, eux ils respectent les décisions du TAS. Deux. Maintenant, je veux aussi souligner quand même ces contradictions. Vous savez, lorsqu'il était question de suspendre Ahmad, l'intérim a été confié à quelqu'un d'autre qui était son vice-président, M. Constant Omari. Constant Omari. Mais à la tête de certaines fédérations, vous avez des personnes qui ont été démasquées, des personnes dont on a démontré l'imposture, mais que la même FIFA demande d'assurer l'intérim. Ça sort quand même de l'ordinaire. On aurait souhaité que pour prêcher par l'exemple, la FIFA aurait demandé à la CAF de laisser Ahmad assurer tranquillement l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi est-ce qu'on peut demander au niveau de la CAF, on demande une chose et ailleurs son contraire? Maintenant, sur le fond du dossier, ce qui est plus important, c'est les vices de forme. Parce que j'avoue que je ne suis pas un fan absolu du président Ahmad, mais la manière avec laquelle il avait été attaqué est quand même sorti de l'ordinaire. Il n'y a pas ce qu'on appelle en droit le principe du contradictoire. On ne l'a même pas entendu. C'était ce qu'on appelle aussi en droit un jugement à la Salomon. On n'a même pas eu son point de vue. Donc lui-même, il a pris pratiquement à la presse, ou donc par les journaux, ce qu'on lui accusait et la sanction. Maintenant, je vais terminer par ce qu'on appelle la solidarité pénale. Si tout ce qu'on a reproché à Ahmad est vrai, et là, maintenant, je me tourne du côté de la FIFA. En vertu de la solidarité pénale, tous les actes que ce monsieur aura posés à la tête de la CAF doivent être attaquables. Et parmi ces actes, Ahmad aura été l'une des chevilles ouvrières de l'élection de Gianni Infantino. Alors, si ce qu'on lui reproche est vrai, ça signifie que le président de la FIFA lui-même doit être remis en question. C'est pour ça que j'approuve votre question qui questionne quand même la sincérité de ce comité d'éthique. Est-ce que, je veux parler de manière triviale, est-ce qu'un voleur est très bien placé pour donner des leçons de morale à un autre? Moi, ça m'étonnerait quand même. Il faudrait à un moment que nous soyons nous-mêmes d'abord sérieux. Nous essayons de briller par l'exemplarité avant d'aller donner des leçons de morale et de comportement aux autres. Si Ahmad n'est pas un saint, ça signifie que tous les actes qu'il aura posés à la tête de la CAF, au bénéfice de la FIFA et du président de la FIFA, sont bel et bien attaquables. D'accord. Alors, Bertrand, est-ce que la FIFA, la CAF peut se défaire, n'est-ce pas, de cette tutelle mortifère que la FIFA? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir la CAF s'émanciper
bien qu'étant dans la FIFA. Oui, moi j'écoute souvent les gens parler. Hein. Moi je travaille directement avec les fédérations. Je vous assure que personne ne peut être indépendant dans la mesure où la FIFA, déjà prenons d'abord le cas du Cameroun, qui est un cas simple. Oui. Bertrand. Oui. Est-ce que le pouvoir que la FIFA exerce sur la CAF, la même FIFA peut l'exercer sur la CONMEBOL, par exemple? La CONMEBOL. Non, c'est des associations qui ont des manières différentes de se gérer. Donc la CONMEBOL a une autre façon, une autre politique pour développer son sport au niveau de l'Amérique latine. La CONMEBOL, c'est une structure qui est presque autonome dans la mesure où c'est une fédération qui a une confédération qui a des gros sponsors, une confédération qui organise la Copa Libertadores. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, voilà la question que je voudrais vous dire. Qu'est-ce qui nous manque? Dans le cas africain, c'est très compliqué. On ne peut pas se passer de la FIFA. Pourquoi? Parce que au niveau même de la Confédération africaine, c'est la FIFA qui verse les moyens pour qu'on puisse payer le personnel. Nos moyens. C'est la FIFA qui verse les moyens nos moyens à toutes les associations africaines. Ça veut dire quoi? Je vous dis, Laurent dit que ce sont nos moyens. Non, oui, il a son point de vue, c'est son point de vue. Moi, je suis en train de vous parler de la réalité. Allons-y. Vous voyez, je veux vous parler du cas du Cameroun. Voilà, tout le personnel qui est là, même le comité exécutif de la FECAFOOT est payé par la FIFA. Pourquoi? Parce que la fédération n'a aucun sponsor. La fédération tire des moyens où? La fédération, justement, on est en train de parler de la mort. Est-ce que la FIFA n'est pas parlante d'encourager un petit peu la paresse? Je suis en train de vous dire, on parle du football amateur. Qui doit organiser le football amateur? C'est la fédération. Voilà. Et pourquoi la fédération n'organise pas? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Non. Hein? Pourquoi il n'y a pas de moyens? C'est la fédération qui organise le football amateur. C'est qui organise? Au Niger, ce n'est pas la fédération qui organise. Je parle du cas du Cameroun. J'ai pris le cas du Cameroun. Je n'ai pas pris le cas du Nigeria. Le cas du Nigeria, c'est un cas atypique. Pourquoi on n'ajuste pas? On ne peut pas ajuster parce que la fédération camerounaise ne produit rien. Est-ce que vous comprenez? La fédération camerounaise ne produit pas de l'argent. Ils n'ont pas de sponsors. C'est les sponsors qui viennent investir au football. Mais quand nous regardons la FECAFOOT, ils ont combien de sponsors qui viennent investir au football? La fédération camerounaise de football n'a, au moment où on parle même du championnat qui devrait être des entrées, parce que le championnat professionnel devait produire, le championnat professionnel ne produit rien parce que ailleurs, dans ces fédérations que vous m'aviez dit, c'est plutôt le championnat professionnel qui verse les moyens au niveau de la fédération. Moi, je connais. Quand je parle de quelque chose, j'étais en Uruguay, au Paraguay, au Chili, je connais les villages. Je ne suis pas parti parce qu'on m'a envoyé, je suis parti de moi-même. Donc c'est différent de quelqu'un qui va pour une mission, il reste à l'hôtel Hilton, et c'est différent de moi qui pars pour chercher mes propres contacts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai vu comment ça fonctionne là-bas. C'est plutôt le championnat professionnel qui a beaucoup de sponsors, qui amène l'argent à la fédération. Mais dans le cas du Cameroun, dans le cas africain, je vous parle de toute l'Afrique, parce que je travaille avec eux. Pourquoi je travaille avec eux? Je les offre les matchs amicaux. Les fédérations sont incapables de prendre en charge une équipe pour un tournoi, pour un match amical. Ils sont obligés de s'appuyer sur l'État. Parce que c'est l'État qui subventionne, parce que c'est à l'État que les équipes nationales appartiennent à l'État. Quand vous voyez déjà à ce niveau-là, en Amérique latine, c'est différent. C'est la fédération qui sous-tend, qui soutient ces équipes nationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur qu'on recrute comme entraîneur, lui, il est responsable devant la fédération. Or, ici, j'ai toujours parlé d'un bicéphalisme qui existe. Et c'est très normal parce que c'est l'État qui finance. Donc, dans le cas typique du Cameroun, c'est très, très compliqué parce que
À la fédération ici, même les gardiens sont payés par la FIFA. Bon, aujourd'hui on dit qu'on s'en fout de la FIFA. Hein? On ne les veut plus. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. On ne vous finance plus. Actuellement, il y a des projets. Le projet, par exemple, d'Oja, la réhabilitation du centre d'Oja, c'est la FIFA qui a financé en totalité. C'est pas assez léger pour... non, je suis en train de vous dire ce qui est sur la table. Ouais. Oui. Le siège de la fédération qui a été, je ne sais pas, parce que normalement, celui qui avait conçu cette idée-là, avait conçu comment? Il y avait les retombées de la Coupe du Monde de 2010. Et c'est avec ces retombées de la Coupe du Monde de 2010 qu'on dévale que 30% pour payer aux joueurs qui ont participé à la Coupe. Et le reste devait être là pour relancer le football de base. Et puis maintenant, construire le siège de la FECAFOOT. Et ces comptes ont été bloqués. Donc maintenant, pour refaire ce siège, on devrait avoir un très beau siège, pas ce qui est là actuellement, vu la dimension du Cameroun, il fallait que la FIFA nous aide. Donc nous avons pas mal de choses. Je vous parle de la situation actuelle. Je ne travaille pas à la FECAFOOT, je vous dis juste ce qui est vrai. D'accord. Oui. Donc pour se défaire de cette FIFA, la CAF même la CAF est financée par la FIFA. Donc c'est très normal qu'eux, ils s'impatronisent à ce niveau. Ils disent à la CAF ce qu'ils doivent faire. La preuve en est que vous avez vu les candidatures. C'est passé par la FIFA. Oui, et c'est la FIFA qui a maintenant validé les candidatures de certains et invalidé pour les autres. Et maintenant, ils ont même leurs candidats à l'intérieur. Et quand on sait que leurs décisions ne sont pas de très très... Ils ont leurs candidats à l'intérieur qu'ils vont sortir le dernier jour pour dire que voilà ce que la FIFA dit. Qui va s'en offusquer? D'accord. Laurent, je suis très déçu par les propos de mon ami et frère Bertrand. Parce que ce qu'il vient de dire là, c'est très grave. Il vient de démontrer devant les auditeurs, devant tous les panélistes, qu'à la fédération, nous avons des incompétents, des nullards. Justement, si la fédération jusqu'au vigile, si une fédération jusqu'au vigile doit être rémunérée par la FIFA, mais automatiquement la FIFA doit avoir la même mise dans la gestion et dans toutes les affaires courantes de la fédération. D'où vient-il donc qu'on se plaint du fait que la FIFA vienne imposer ses lois au niveau du football camerounais? C'est à cause de ces incompétents qui sont là. Je vous dis, le Cameroun, on a eu des grands présidents comme Iya Mohamed qui ont travaillé. La FIFA ne subventionnait rien. On a eu des gens avant Iya Mohamed qui ont travaillé. La FIFA ne subventionnait rien. Pourquoi vous voulez nous amener à comprendre que parce que vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas trouver des sponsors pour un championnat, vous ne pouvez pas trouver des sponsors pour l'équipe nationale, directement vous allez nous réduire à zéro. On nous colonise. Vous connaissez combien rapporte de football amateur au Cameroun? Combien de clubs touchent les indemnités de formation et mécanismes de solidarité? Combien est-ce qu'on reverse au football? La FIFA reverse au club sous forme de subvention au football jeune. Au football, qui sont des indemnités de formation et mécanismes de solidarité non revendiqués. Vous savez pourquoi la fédération aujourd'hui n'a jamais combattu les affaires de double identité? Où vous avez un joueur qui s'appelle Atangana aujourd'hui, demain il s'appelle Manga, il s'appelle Somba ou Manga, et que la fédération accepte de faire la licence, et même quand on écrit, avec les preuves que vous avez écrites, vous avez dénoncé, la fédération ne fait rien même pour vous répondre, parce qu'elle veut légitimer la situation, simplement parce que les indemnités de formation dues pour vous reviennent à cette fédération. Ça veut dire que l'Afrique, la CAF, la Fédération camerounaise de football peut, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de cette étreinte, n'est-ce pas, de la FIFA. Écoute un peu, Armand. Avec des hommes compétents, des gens qui ont l'intelligence et la manière, qui maîtrisent l'art de gestion du football, automatiquement on se libère. On avait le feu David Mahébi. Attends un peu, le feu David Mahébi. Qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui trouvait les sponsors pour les équipes nationales. Il nous a trouvé Pouma, il a trouvé des grands sponsors. À l'époque de Iya Mohamed, c'est lui qui était chef du département. Et il nous trouvait des grands. Et c'est lui qui nous trouvait des sponsors. Pourquoi aujourd'hui on a des gens qui sont incompétents, qui n'arrivent pas à trouver? Regardez un peu le deal qu'ils ont fait entre corps sportif et l'équipe nationale. Regardez un peu, vous avez vu ce qu'on a donné aux Lions Juniors?
pour la compétition. Bertrand, donc tu as publié ça dans le forum. Non, on a mis. Hein? 2 maillots, si c'est un maillot, si c'est quoi, pour une compétition, il y a qui vont à une compétition internationale. Vous réduisez le Cameroun à quoi là? Mais vous êtes incompétent, libérez les planchers. Il y a des gens au Cameroun qui peuvent gérer. Il y a des gens au Cameroun, je dis bien, au Cameroun ici même à Yaoundé, qui peuvent gérer cette fédération de manière exemplaire. Ne nous réduisez pas à zéro parce que vous êtes incapables de réfléchir, de créer et de trouver des astuces pour nous permettre d'avancer. Les mêmes gens ont été à l'origine du fait qu'il n'y a pas de championnat au Cameroun. Les mêmes gens n'ont pas voulu la qualification de l'équipe nationale. Les mêmes gens ont combattu le ministre. Les mêmes gens ont combattu le Premier ministre. Les mêmes gens ont combattu le secrétaire, la présidence. Les mêmes gens ont menacé, saisi le TAS. Les mêmes gens ont commencé à vouloir jubiler quand ils se sont rendus compte que l'équipe du Cameroun était comme ils pensaient. L'équipe nationale a primé comme ils pensaient. Les mêmes gens sont devenus ridicules aujourd'hui. Et voilà, ils sont en train de battre déjà des campagnes pour les élections. Mais je vous dis, Bertrand, le football camerounais était riche. La fédération vit pas des subventions de la FIFA, tu peux encore vérifier, mais des recettes et des retombées du football amateur. C'est pour ça que la fédération ne va jamais accepter se détacher du football amateur en créant une ligue. Les africaines peuvent-elles s'autonomiser? Si, en créant une ligue de football amateur comme ça se passe au Nigeria et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a le football professionnel, le football jeune, le football féminin, le football corporatif, le football amateur et tout. Et la fédération est chargée de coordonner les activités de ces ligues. Voilà. Alors pourquoi au Cameroun ne veulent pas appliquer ça? Simplement parce qu'ils veulent avoir la même mise sur les retombées financières. La plus grande source de revenus de la fédération, ce n'est pas la FIFA. C'est plutôt les indemnités de formation, les mécanismes de solidarité des joueurs, de tous ces clubs-là que les gars passent le temps à détourner et qui vont dans des comptes A, comptes B et tous les comptes bancaires qu'ils ont créés offshore. Alors, vous nous retrouvez dans des situations où vous venez nous dire que la FIFA subventionne. On nous infantilise alors qu'en fait... même l'agent de Covid que la FIFA a donné, on n'a même pas encore reçu. D'accord. Information plus qui nous regarde sur la toile nous dit bonsoir. Allô? Oui, vous êtes écouté de ce côté-là. Olimar Ateba dit sa sanction a été levée. Il demande si la sanction d'Ahmad Ahmad a été levée. Pas encore, mais la procédure d'appel suit son cours. Le verdict sera donné juste avant la date des élections du 12 mars, là, puisque la procédure a été accélérée pour que Ahmad Ahmad puisse être fixé par rapport à l'élection. Et puis il y a Simon Agnang qui nous envoie un sticker qui veut tout simplement dire qu'il aime. Merci à ceux-là qui nous regardent dans la toile. Bon, pour sortir de ce sujet, est-ce que la CAF peut s'autonomiser? Est-ce que la CAF a les moyens de s'autonomiser et de se défaire, n'est-ce pas, de cette étreinte de la FIFA qui nous infantilise au plus haut point? Elle devrait. C'est pour ça que je comprends la colère du président Daké. Parce que, vous savez, mais Bertrand, lui, semble dubitatif. Hein? Je suis en train de parler, c'est que le président Daké a dit. De par la formation que j'ai, nous, on n'a peut-être pas fait tout le monde entier, on ne connaît pas tous les villages de tous les continents. Mais nous avons été formés à la très bonne école. D'accord. On nous a appris à être autonomes, à être indépendants, à créer nous-mêmes nos propres moyens, c'est-à-dire les moyens de fonctionnement et les moyens de financement. Et c'est même ce qu'on attend des dirigeants. C'est-à-dire que même s'il n'y avait même pas d'argent, le cahier de charges d'un dirigeant, d'un vrai, c'est d'en créer par les partenaires, comme il a si bien dit, par les sponsors et autres. Donc, à partir du moment où vous êtes lié, à partir du moment où vous êtes l'esclave, vous savez, il y a un proverbe Bambara qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Qui finance ce contrôle. C'est clair. Ça signifie donc qu'on a véritablement des gamins. On a des incapables. On a des incompétents. Ce qui est quand même alarmant, c'est des chiffres qu'on avance souvent, n'est-ce pas, des retombées de la CAF, alors, tout ça. Et cet argent, bien entendu, prend des destinations qui sont toutes, sauf celles auxquelles elles sont dédiées. Et les missions d'État, des missions à l'extérieur. C'est-à-dire,
À partir du moment où vous acceptez de devenir un assujetti, un esclave, Mais alors de quelle dignité pouvez-vous vous prévaloir? C'est même plus grave. Monsieur Oufla, Je préfère même encore quelqu'un qui est incompétent. Mais lorsque quelqu'un devient de son propre chef un esclave, Monsieur alors là, Oufla, où allons-nous? les craintes se resserrent un peu plus avec la venue d'Ahmad Ahmad à la CAF. À l'époque de Issa Hayatou, est-ce on sentait véritablement cette étreinte non, de la FIFA? Non, j'ai dit qu'il ne faut pas tellement blâmer les responsables de la FIFA et la CAF. Ils sont dans leur logique. Puisqu'ils veulent contrôler, ils ne peuvent contrôler que ceux qui sont contrôlables. C'est au niveau interne, c'est sur le plan endogène qu'il faut en vouloir à ces responsables. Parce que s'ils étaient des vrais, c'est ce que M. Daké voulait dire, plus simple. Ouais. Si ces messieurs étaient des vrais, si c'était des professionnels, Ils affranchiraient ils la allaient CAF. s'affranchir. Ils allaient mettre sur pied des politiques d'épanouissement, des politiques de diversification. Que les fédérations s'affranchissent, et cela va, Comme- n'est-ce pas, voilà, ça va les amener. entraîner la CAF aussi. Voilà, ça va les amener à être respectés d'abord par la CAF, mais surtout par la FIFA. Mais les responsables... Ce sont les fédérations qui doivent imposer... tirent la CAF vers le bas. Voilà, qui doivent s'imposer, qui doivent faire en sorte Se faire respecter. que la CAF et la FIFA les respectent. Mais quand vous avez des indolents, des incompétents, et des gens à la limite même qui n'aiment même pas leur pays, parce que lorsque quelqu'un en arrive à ce point, où il devient comme un bébé, c'est-à-dire qu'il attend tout, il attend, comme on dit à l'église, la manne qui vient du ciel, ou alors la manne qui vient de la FIFA. Qui tombe. Vraiment, je crois Parce qu'à ce qu'elle tombe. niveau-là, on doit Elle ne même vient pas, elle tombe. interroger le Ouais. degré de patriotisme. Est-ce que tout le monde peut diriger une fédération? Je dis non. À un certain moment, il faut qu'on questionne quand même le nationalisme et le patriotisme de ces messieurs. Je préfère même encore un incompétent. Mais là, c'est pire. Ce sont les esclaves. D'accord. Et ce sont les esclaves, ce sont les fédérations qui esclavagent, qui rendent esclaves, n'est-ce pas, la CAF. C'est bien le dernier mot qu'on retient de ce sujet. Alors, on enchaîne avec le prochain. Le prochain, lui, il concerne, n'est-ce pas, le Chan qui connaît déjà, qui court déjà à son dénouement final. Alors, j'ai titré Chan 2020, demi-finale impossible n'est pas indomptable. Voilà, et c'était juste pour magnifier, n'est-ce pas, la performance de nos Lions indomptables qu'on n'attendait véritablement pas à ce niveau au regard de la préparation et de tout ce qui a entouré, n'est-ce pas, Que les profs n'attendaient pas. Voilà. Bon, je ne sais pas si Jean-Marie, tu peux nous permettre de revivre un petit peu la rencontre des demi-finales, des quarts de finale, celle-là qui a opposé le Cameroun à la République démocratique du Congo. Et puis après, nous reviendrons sur des événements qui ont, n'est-ce pas, émaillé cette rencontre avant, pendant et après. On regarde et on se retrouve juste après. Devant Yannick N'Dieng, la composition de la République démocratique du... C'est parti pour ce choc au sommet, ce deuxième quart. On a demandé de nouveaux tests du côté de Florent Ibenge, le coach congolais. Banga qui tente d'alerter dans le couloir. C'était à destination de Mamoudou Hassanin. Les premiers cartons. C'est finalement frappé fort, rentrant, même direct par Yannick N'Dieng. Il n'est pas parvenu à accrocher le cadre. L'avant-centre camerounais. Les Camerounais qui dans la semaine ont reçu la visite. C'est par la Confédération africaine de football en 2019. Elle se dispute tous les 2 ans. Les Camerounais, Assomo qui retrouve N'Dieng. Va pénétrer dans la surface, la frappe. Le jeu aérien de l'avant-centre congolais cherché. Un bon duel. C'est bien frappé, la tête de Bidjame Banga. Il avait sauté plus haut que tout le monde, le défenseur central Steve Kenny. Chavali Djouma, le bon centre. La reprise de volée, ils se sont gênés. Ils étaient deux à la réception de ce ballon. Et Kadima Kabangou qui est venu pionner. Jérémy Oumbéré qui peut accélérer. Il a vu le départ de Lilepo et le superbe retour de Steve Kenny. Acclamé.
Bouzolo, attention là, ballon intéressant, la frappe, elle a été contrée beaucoup. Le jeune milieu de terrain offensif congolais. Kabangu qui tente sa chance de loin et un peu présomptueux sur ce coup-là. C'est frappé fort au deuxième poteau, la tête et l'ouverture du score pour les Léopards. C'est signé Maccabi Linepo. Premier corner dans cette rencontre et premier but pour les visiteurs de la République démocratique du Congo qui viennent toucher les supporters camerounais ici à Japoma. Ouais, la petite talonnade magnifique, l'aile de pigeon même, signé du buteur Lilepo. Il a tenté d'accélérer le très bon retour. Oukile, ouais, bien joué le ballon. Le très bon ballon là pour Martin Assomo. Il va aller travailler, il est passé face à Djouma derrière le centre. Et le très très bon retour de Lilepo. Le femme de corps qui avait fait la différence face à bonne déviation. Excellente déviation de Dendjeng. Et attention là, le coup de tête. C'était signé Anikré. Il était tout seul au milieu de 5 adversaires et pourtant c'est lui. Il s'est frappé par ou qu'il n'est pas très bien frappé. Attention la sortie manquée. La sortie complètement manquée de Leima Tampi et Yannick Edjeng qui vient faire se lever le stade de Japoma. Égalisation, un poil gag avec la sortie complètement manquée du Capson qui tente d'accélérer la faute alliée. Il n'y a rien à dire de la part de Fasika Idumba. Il a même récolté un carton jaune. Ça. Bon, il va frapper direct. Oh non, il était allé chercher la tête. Lui a répondu, toujours sur corner, mais bien aidé par une petite poursuivre sur la lancée évidemment. Le contrôle manqué de la part de Lilepo. C'est une petite faute. Bouzolo, elle n'est pas parvenue à accrocher le cadre. Il avait tenté sa chance en première intention d'allonger. Et attention dans le drapeau qui s'est levé devant Lilepo, devant Mumbere, pardon. Et Idumba qui s'est parfaitement jeté pour contrer cette tentative. Le ballon récupéré par Félix Oukile, la frappe de loin, magnifique. Et Leima Tambi battu. Il a eu du mal à démarrer le portier congolais. Félix Oukile lui a tenté sa chance de loin et il a été parfaitement récompensé. Ça fait 2-1 pour les Camerounais qui sont parvenus à renverser cette rencontre et qui font exploser le centre sportif de Japoma. Ouais, Samuel Eto'o debout comme l'ensemble du stade ici à Douala. Le Cameroun. Alors les Lions indomptables qui ont dévoré les Léopards du Congo par 2-1. Impossible n'est pas indomptable. Mais avant de revenir sur la performance des Lions sur le terrain, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette polémique qui a enflé, qui enfle même encore, n'est-ce pas, sur le Covid-19, où les Congolais crient à la déstabilisation, au scandale, ils crient à la manipulation du Cameroun des tests Covid. Comment, Bertrand, est-ce que vous pouvez nous dire de manière succincte qui a la charge de faire, n'est-ce pas, des tests aux équipes? Qui constitue la commission médicale qui procède, qui fait des tests aux équipes? Oui, la commission médicale est une commission concoctée par des grands docteurs. Et ces grands docteurs sont affiliés à la CAF, donc ce sont des docteurs CAF. Et parmi Ils sont camerounais? Non, aucun Camerounais
aucun Camerounais. Voilà, parce qu'il faut que cela soit su de tous. Dans les 9. Ils sont 9. Oui, ils sont 9 ou plus, mais personne n'est Camerounais là. Juste, ce sont eux qui prennent, qui font des prélèvements. Ce sont eux qui partent au laboratoire pour trouver, pour essayer d'analyser les résultats. Donc, ce sont eux qui donnent les résultats en fait. Donc, ce que le Congo avait déclaré, c'est un peu incongru, c'est des mauvais perdants. Et j'ai trouvé cela qui ne sont pas assez professionnels dans la mesure où ce n'étaient pas les Camerounais qui ont déclaré ces gens qui sont positifs. Et il y a même quelque chose de plus grave parce que AS Vita avait un match au Swaziland. Au Swaziland, oui. Puis en Afrique du Sud. Et puis 9 joueurs de l'AS Vita étaient déclarés positifs. Et sur les 9 joueurs, ils ont été confinés. Et pendant qu'ils ont été confinés, c'est là où on a fait la liste pour venir à Coupe au Chan. Pendant ce moment, on n'a pas vérifié effectivement si les résultats après le confinement de cela, après ça, que si ça a été positif ou pas. Et Bengue les a directement pris et il les a déversés dans le groupe pour venir au Cameroun. D'autant plus que la RDC, c'est une équipe qui a eu 10 jours de préparation. Donc ils ne se sont pas préparés assez longtemps par rapport au Cameroun parce que c'est encore un autre débat peut-être que nous allons faire après le Chan. Oui, pour essayer de comprendre parce que le Cameroun s'est très bien préparé. Et moi, je ne fais que soutenir cette idée. Le gouvernement a investi sur la sélection des A' lors des préparations. La preuve en est que Aroga a fait une dizaine et Martin Tungumpi l'a aussi fait, je pense, une dizaine aussi. On peut dire cela. Donc, quand vous avez déjà 20 regroupements et il y avait des regroupements de près d'un mois, ça montre que l'État n'a même pas lésiné sur les moyens pour essayer de bâtir une équipe malgré le contexte qui était très compliqué. Donc, pour revenir à l'affaire Covid, voilà comment ça s'est passé. Et nous, on a été surpris, scandalisés, parce que la contre-expertise qui est plutôt venue, c'est la contre-expertise là où il y avait les Camerounais. Et cette contre-expertise qui a plutôt montré qu'il y avait moins de cas. Mais déjà, les Congolais, couverts en ça, ils avaient des cas avant. Ils avaient des cas bien avant même. Bien avant le Chan. Et Benga a eu 9 joueurs de son effectif du club AS Vita dans cet effectif, dans son effectif. Et là où il y avait 6 titulaires ou 5 titulaires, on peut encore essayer de regarder. Donc ça veut dire quand même que ce n'était vraiment pas aussi, comment je vais dire, ce n'était pas anodin le fait que qu'il y a peut-être eu, et en plus, moi je ne suis pas docteur, hein, peut-être que vous pouvez avoir des symptômes aujourd'hui, tester positif, et puis maintenant... Vous êtes positif le matin, et puis le soir, vous êtes négatif. Oui, tout ça, c'est des appréhensions que les gens ont. Mais heureusement, le match s'est joué, même parce qu'ils se plaignent que c'est à 14h qu'on leur a donné l'effectif, alors qu'ils devaient jouer à 20h. Ça c'est déjà du passé, on ne peut que mettre ça dans du passé. Et moi je trouve que c'est de très mauvais perdants. Ils devraient plutôt accepter. Et au moment où ils étaient en train de mener par 1-0, moi je n'ai pas vu les gens se lamenter que pourquoi on mène alors qu'on a le Covid. Malheureusement, quand ils perdent, c'est là où tout ça ressort et puis voilà, donc c'est des mauvais perdants. D'accord. Monsieur Mfoula, Covid-19, arme de déstabilisation massive? Je ne pense pas que cet incident doit être pris à la légère. Même si je suis d'accord avec M. Ndong, qui estime à juste titre que M. Bengue est un mauvais perdant parce qu'il a même eu des paroles très dures. Justement, il déclarait qu'on lui aurait donné des comprimés, quoi, c'est même. Et puis. Il allait jusqu'à parler de crime. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait planifié ce qui s'est passé. Et comme vous savez, vous connaissez la situation actuelle dans son pays, il y a une bataille rangée entre le président de la République Tshisekedi et son prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, et qui a abouti à cela quelques heures à la démission du Premier ministre après celle de l'Assemblée.
Mais le plus grave, c'est que ça a provoqué des incidents graves là-bas, en République démocratique du Congo, parce que la communauté camerounaise qui y réside a été jusqu'à date a été prise à partie et menacée. Il a même fallu des mesures. Il a fallu des mesures de sécurité et surtout que pour l'ambassade qui a au niveau de l'ambassade d'abord, mais au niveau des dirigeants politiques ici à Yaoundé, pour aplanir. Vous voyez donc petite cause, grande conséquence. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que du coup on ne peut pas prendre ça à la légère. D'abord, la première surprise, c'est que les tests ont été acheminés à l'hôpital à Kintini. À la suite de ce que M. Ndong vient de dire, la CAF travaille avec des laboratoires agréés. Agréés, justement. Or, comment est-ce que la Kintini, qui n'est pas un laboratoire ou un hôpital agréé, a pu recevoir les tests qui venaient de la part de l'équipe de la République démocratique du Congo? Première surprise. Et il y en a encore deux autres. La deuxième surprise, c'est qu'il y a quand même la notion de secret médical. Si même quelqu'un est testé positif, les résultats doivent être remis au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire au niveau de l'encadrement des Aïwa ou alors des Congolais démocrates. Mais d'où vient-il que ce soit le team manager du Cameroun? Il y a d'abord violation du secret médical. Comment est-ce que le team manager du Cameroun a pris sur lui de révéler une pareille information alors qu'il n'a ni les compétences ni la qualité de le faire? Et il va falloir bien entendu que tout se clarifie au niveau des décideurs camerounais. Quand je parle des décideurs, je parle bien entendu au niveau des dispositifs de la santé. Parce que là aussi on a eu comme une cacophonie, une légère cacophonie entre la CAF, entre la commission santé du Cochan et de manière républicaine, le ministère de la Santé publique qui a pris toutes ces mesures afin de mettre tout le monde à l'abri. Donc pour moi, c'est un incident qu'on ne doit pas prendre à la légère. D'abord parce que cette compétition est à peu près comme une étape préparatoire à la CAN qui va suivre l'année prochaine. Et puis Florent Ibenge aura fait, aujourd'hui encore je le suivais à RFI. À RFI, il ne racontait que des insultes et des injures. Donc il n'arrête même pas. Ça veut donc dire que est-ce qu'il s'agit d'une volonté de noircir l'État du Cameroun et la défaite des Camerounais? Mais nous, on gagne ici au Cameroun à tirer tous les enseignements et à donner tous les éclairages, tous les éclaircissements pour qu'on nous explique comment le team manager a eu ces résultats avant même les Aïwa et les Congolais, les Aïwa congolais, et pourquoi il a pu celui d'annoncer ça, et aussi comment on a pu amener ces résultats à la Kintini, qui n'est pas un hôpital agréé par la CAF. D'accord. Laurent, les Congolais sont-ils de mauvais perdants? A priori, je dirais oui. Ce sont des meilleurs perdants, des très mauvais perdants, parce que le match qui a précédé celui contre le Cameroun, ceux qu'ils ont joué contre le Cameroun, je pense que lors de ce match, ils avaient eu entre 7 et 9 personnes. 15. Ils avaient eu 15 cas de Covid. Et ce n'était pas le match, ce n'était pas des Camerounais qui avaient procédé à ces tests. Je me souviens également que quand les Camerounais sont allés, je crois que c'était au Mozambique, on a eu ce problème où on a trouvé qu'il y avait certains Camerounais qui avaient, et c'était ceux qui constituaient ils ont été déclarés positifs du Cameroun, qui avaient été déclarés positifs, et on avait évoqué le problème de ce type de test. Il fallait que la FIFA parvienne à adopter un test spécifique qu'on peut faire à toutes les équipes. On ne va pas en vouloir au Cameroun. Si au Cameroun on adopte un genre de test et que c'est parmi les tests agréés ou acceptés, on ne va pas dire que on ne va pas reprocher au Cameroun d'avoir fait le test, surtout que ce sont des tests que même les Camerounais passent par là. Moi je pense que nous sommes des Africains, et en tant qu'Africains il y a des choses que les gens n'ont pas. Et si nos tests étaient aussi moribonds, peut-être la Covid sévirait même. Enfin, les résultats seraient des plus catastrophiques. Non, mais moi j'étais à l'hôtel Montphébé, à Mans. J'étais à l'hôtel. S'il faut. Je t'explique un peu, s'il te plaît. J'étais à l'hôtel Montphébé. Séance tenante, ils ont
appelé les sapeurs. Parce qu'il y a eu 2 cas, l'ambulance. Ouais. Les ambulances sont venues 2 fois. Parce qu'il y avait des cas de Covid dans la délégation congolaise qui avaient déjà commencé à présenter des signes cliniques de la maladie. On les a appelés à l'hôtel Bonfibé, de venir les chercher. Et dans ce même hôtel, il y avait les Camerounais. Vous êtes sans ignorer que les Congolais étaient logés à l'hôtel Montphibi comme les Camerounais. Ils partageaient les mêmes ascenseurs. Ils partageaient, mais les Camerounais, de manière traditionnelle, en bon africain, ils n'ont pas oublié d'avoir leur écouk, d'avoir les trucs traditionnels qu'ils avaient mis. Et les gars buvaient ça. Vous pensez que pourquoi on n'a pas détecté des cas au Cameroun alors que les gars sont dans le même hôtel, ils appuient les mêmes boutons de l'ascenseur, ils posent leurs mains sur les mêmes chaises, ils font tout. Hein? C'était les mêmes salles de réception, c'était les mêmes endroits qu'ils fréquentaient. Mais c'était quand même flagrant. Moi, on parle de 13 à 2 cas. Non, le problème, ce n'est pas de... Est-ce que contre le match qui a précédé, ils avaient combien de cas? Ils étaient plus nombreux. Ils avaient 15 cas. Avant le match contre le Cameroun. Est-ce que c'était contre le Cameroun, ce match? Ce n'était pas contre le Cameroun. La première fois qu'on constate que Ibenge, le coach, est atteint de Covid, c'était contre le Cameroun. Ce n'était pas contre le Cameroun. Donc, moi, je ne pense pas que si les gens ont une certaine légèreté, moi, je veux vous dire, étant à l'hôtel, il y avait des joueurs congolais qui envoyaient les gens de chercher des copines. Hein? Qui envoyaient les gars les chercher des copines. $100, sans machin, ils veulent coucher une femme, $100. S'il n'y a pas une certaine restriction, une certaine discipline dans leur délégation, vous pensez que les enfants ne seront pas atteints? Et moi, j'ai bien peur de ces Camerounais qui étaient constamment avec eux. Alors, moi, je dis, ce sont des gars qui sont retrouvés dans des situations où ils étaient infectés déjà avant d'arriver au Cameroun. Bertrand vient de le signifier. Et vous avez compris clairement, lors du match de la Champions League africaine, Ibenge, dans sa délégation, dans son équipe, avait des cas de Covid. Alors, ce sont les mêmes joueurs qu'il a transportés pour le Cameroun. Est-ce qu'on les a soignés avant cela? On les a mis en quarantaine? Non. Mais ils arrivent au niveau du Cameroun. Moi, je me dis, peut-être parce qu'ils ont trop pleuré. Les gens de la commission CAF ont voulu un peu simplifier le truc parce que je me suis rendu compte que j'imaginais qu'il y avait, comme ils étaient déjà à combien, parce qu'à 20 cas ou 21 cas, ils devaient avoir combien de joueurs. Peut-être on a juste permis qu'ils jouent comme ça. On a créé cette situation, pas pour les frustrer, mais simplement pour leur permettre de jouer. Question de permettre que le match puisse avoir une certaine image. Mais logiquement dit, ce sont les mauvais perdants. Parce que s'ils avaient gagné le Cameroun, ils ne se seraient pas à raconter des histoires comme ils le disent, comme ils l'ont fait. Alors, ils doivent respecter le Cameroun. Je pense que ce jour, on a revu une autre équipe nationale. On a revu un autre blason qu'avait abhorré les Lions indomptables, une autre image du football camerounais. Et cet aspect-là, je voudrais l'évoquer l'aborder avec Pierre Claver. C'est un autre Cameroun qu'on a vu ce jour. C'est une équipe conquérante. Et une équipe menée au score qui réussit l'exploit de revenir et puis de saler l'addition. Écoutez Armand, j'ai la chance d'avoir ménagé cette équipe. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, je comptais sur ces gars. Il n'y avait pas trop la cohésion, mais il y avait du génie là-dedans. Et ils ont fait monde de ce génie. Étant mené, revenu au score et marqué le but du break, ça c'est du Cameroun, c'est les Lions. C'est le label Lion. Bravo aux garçons. Je dis tout simplement que je suis content et je pense que là, il vient de montrer un chemin que cette finale-là, cette canne, ce chan-là, il est le nôtre. Même si on met l'équipe de France là devant, ces gars vont les dompter. Donc c'est cette chance que j'ai d'avoir vu cette équipe. J'ai vu ce match, même quand nous étions menés, je n'ai pas frémi. Je n'ai pas frémi parce que... Vous étiez confiant? Oui, parce que le développement du jeu sur le terrain. C'est vrai, les Congolais avaient l'ascendant sur le jeu, ils avaient le ballon. Mais ce n'était pas ça. Les Lions, c'est une équipe qui n'aime pas manipuler le ballon. Vous laissez faire votre jeu. Là où vous attendez le moins, c'est là où ils sortent le plus. Et c'est ce qu'ils ont joué. Et ils ont dompté, ils ont broyé le léopard. Donc, dommage pour tout ce qui se déclare et tout, patati patata. La victoire est là, la qualif est là, le reste, basta. D'accord. Alors Bertrand, vous, quelle lecture faites-vous du jeu développé par les Lions indomptables face à cette équipe de la RDC qu'on savait redoutable?
Parce qu'au regard de ces perfs d'avant ce match, nous étions assez dubitatifs quant à l'issue de cette rencontre. Oui, peut-être que vous étiez dubitatif, c'est comme le dit Claver. Hein. Nous, on a quand même eu la chance de travailler avec cette équipe. D'abord, on vous avait parlé des U20. Vous vous rappelez quand même qu'on vous a dit que c'est une équipe qui avait... C'est la même chose avec cette équipe des A'. On a quand même eu la chance d'avoir 99% de joueurs devant nous. Ouais. C'était lors du tournoi de la solidarité? Non, du festif foot. Voilà, on a eu le temps de voir tous ces joueurs, même ceux qui n'étaient plus dans la tanière. On a quand même su qu'il y avait quelque chose dans cette équipe. Et je me rappelle quand ils sont allés à Douala perdre 1-0 face à... C'était contre Stade Renard qu'ils ont perdu. Et oui, les gens ont commencé à dire qu'à Yaoundé, nous on a fait les combines, on a fait en sorte que les Lions gagnent tous les matchs parce qu'on voulait à tout prix. Non, ce n'était pas ça. Nous sommes très professionnels, on ne peut pas se prêter à ces jeux. On connaît les gars qui jouent par cœur. D'abord, 70% ont été, disons, sélectionnés lors du tournoi international de la solidarité. Et nous, on a été là quand on rodait 99% de ces joueurs. Donc on sait quand même que... Et je vous dis que Dieng, il n'a pas encore montré le tiers. Hein. Il n'a pas encore démontré parce que c'est quelqu'un qui a un très bon jeu de tête, un excellent jeu de tête. J'avais peut-être imaginé si c'est lui qui avait eu le ballon comme Manicré, c'était un but. Les gens ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne l'ont pas encore vu. Donc voilà, c'est une très bonne équipe. Et voilà, il y a une chose. J'espère que les gens peuvent encore se souvenir des Jeux Olympiques de 2000, là où le Cameroun est mené par 2-0. Le Cameroun est arrivé jusqu'à égaliser les 2 buts. Et c'était contre l'Espagne. Donc, au moment où on est mené par 1-0, je suis comme Claver. Moi, je ne frémis pas. Je sais que les gars vont trouver le décalage nécessaire. J'ai regardé encore les gars qui sont là. J'ai vu quand même Dieng en attaque. Je sais que, hormis du fait qu'il est dans l'équipe, mais il a aussi une fierté personnelle parce que jouer 30 minutes le premier match, ne pas jouer le deuxième match, ne pas être titulaire le troisième match, et puis revenir au 4e match, il mangeait, c'est-à-dire il voulait démontrer quelque chose et il a fait et c'était très bien. Et pour Okine, c'était normal, ça fait depuis 3 matchs qu'il essaie un peu de tenter cette frappe-là, et cette frappe-là qui n'avait pas toujours été bien opérante, mais là, il a eu ce qu'il fallait et la déviation était là. Et ce que j'ai beaucoup reproché, c'est que les Congolais ont pensé que le gardien Matapi n'était pas assez solide, mais là, ils n'ont pas su qu'il était aussi à l'œuvre de ce ballon. Donc voilà, les Lions ont gagné. Et j'espère et je sais que même contre le Maroc, même parce qu'il y a encore de l'historique. Avant de nous projeter vers la rencontre contre le Maroc, Monsieur Oufla, vous vouliez... D'accord. Nous sommes tous très contents de ce qui s'est passé. Mais il y a quand même des correctifs à faire. À quel niveau? D'abord, je commence par l'attitude du public. Bon, on était sur le plan du jeu. Nous, on devait embrayer avec... Je vais laisser aux spécialistes. Je vais laisser aux spécialistes. Non, moi je voulais qu'on s'attarde d'abord sur le jeu, sur le jeu produit, et puis on devait sortir par l'attitude du public et des conséquences qui peuvent, n'est-ce pas, je ne serai pas long. Moi je préfère, puisque j'ai malheureusement dans la parole, c'est vrai que je l'ai arraché, excusez-moi. Et je demande des excuses aussi aux téléspectateurs, aux internautes. Je voulais juste, je ne veux pas tirer toi non, je voulais quand même dire qu'il y a quand même certaines précautions qu'il faut prendre. D'abord, on n'a pas compris, jusqu'à maintenant, on ne revient pas sur le nombre de personnes qu'il y avait au stade.
c'est quand même, il y a quand même certaines dispositions. Je crois qu'on a parlé 50%. Mais c'était quand même 50%. Hein, théoriquement. Pourquoi? Parce que... Avez-vous les chiffres? Je vous donne une information. Parce qu'il y a deux genres de participants. Il y avait ceux qui avaient les billets et il y avait ceux qui avaient les billets d'invitation, c'est-à-dire les billets de la CAF, le COCHAN, les billets, la commission de la billetterie. Mais il se trouve que les institutions ont aussi produit leurs propres billets d'invitation. Donc il y avait une double billetterie. C'est ça. Et peut-être de concert avec la CAF. Je suis en train de vous donner une information. Je vous dis que les 50% devaient concerner la totalité des spectateurs au stade. Il y en a eu plus, ce qui n'est pas bien. Je ne dis pas que... Vous savez, il faut parfois tirer, il faut être froid, il faut être lucide. Il y en a eu plus que les 50%. Maintenant, il y a aussi, vous avez vu, le non-respect des mesures. Et vous avez vu, par exemple, en ce qui concerne le port des masques. La CAF ne s'en est pas plaint jusqu'à présent. Mais pour autant, quand vous suivez, si vous suivez l'actualité, je sais que c'est le cas, vous êtes au courant de ce qui est en train de se passer au Gabon, en Afrique du Sud et même au Nigeria. Donc, il n'est jamais trop tard de prendre les précautions. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive. Donc, je parle pour le futur immédiat. D'accord. C'est-à-dire vivement que les autres matchs, les prochaines rencontres soient, de mon humble point de vue. D'accord. Et à la fin, vous avez bien vu l'envahissement du public. À la fin du match. Bon, c'est vrai que vous nous faites perdre le fil du débat. Et même après, plus grave, on a un certain relâchement au niveau de la sécurité de Lyon à leur hôtel. Donc, c'est sur ces petits éléments que je voulais insister pour les correctifs, pour les améliorer. Vivement que cela sera fait. Bon, Laurent, allons-y. Sur le plan du jeu, Jean-Marie, tu nous projettes un peu les images de la rencontre, histoire d'entretenir, n'est-ce pas, cette flamme, cette ferveur, cette ambiance qui a, n'est-ce pas, marqué cette rencontre. Avant d'accueillir, n'est-ce pas, Maître Chetou qui nous a rejoint sur ce plateau, Bertrand, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, c'est Laurent. Laurent, déjà, merci professeur pour les mesures, pour ce rappel qui est très important. Et en dehors de ça, je voulais également, la dernière fois, sur le même plateau, dans la dernière émission, moi j'ai fait une observation sur les entraîneurs de l'équipe nationale. J'ai essayé de décrire et de présenter chaque entraîneur à partir de son CV, de ses qualités et de son expertise. Tu vois. Et j'avais pris le cas du coach Pago, Doumbé Bosso. Je suis revenu sur le coach Doumbé, coach Tungo, pour vous dire, ce sont des gens qui ont tous prouvé au niveau du Cameroun. Même le jeune qui est parmi, qui est le coach Pago, il était africain, champion du Cameroun, il était africain avec PWZ. Le coach Doumbé Bosso a été plusieurs fois africain, champion de la CEMAC, champion des Jeux africains avec le Kontongo toujours et tout. Le Kontongo, on n'a plus besoin de dire, il est champion des Jeux olympiques 2000, machin, champion des Jeux africains à plusieurs reprises, et il a été à l'équipe nationale A du Cameroun et tout. On n'y a pas beaucoup. Presque tous cela sont des instructeurs. Sont des instructeurs nationaux et CAF, voire même FIFA. Alors, vous avez affaire à des entraîneurs qui cumulent une certaine expertise, un vécu en tant qu'instructeur, en tant que formateur. Le genre de coaching que vous avez vu là, ça a démontré que le coach connaît ce qu'il est en train de faire. Les gens se sont limités à vouloir juger l'équipe sur la base des matchs de préparation. Pourtant, les coachs, pendant les matchs de préparation, ils géraient des compartiments, ils géraient des postes. Ils regardaient des doublures, ils géraient les sorties des balles. Ce n'était pas le score qui était important pour eux. Contrairement aux Zambiens, aux Maliens et tous ceux qui se venaient, qui couraient après le score pour dire qu'ils ont gagné le Cameroun et tout. Ce n'était pas ça qui était important. C'était des réglages des compartiments et réglages. Alors, les gens ont envie de faire. Ce qui nous a de se limiter sur la base, sur la base de ces rendements pour commencer à qualifier que le Cameroun n'avait pas une équipe en ignorant ses coachs. Moi, je connais ces coachs depuis 2004, 2002-2004. J'ai travaillé avec beaucoup parmi eux. J'ai été autour de nous, avons voyagé, nous sommes au Botswana, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Je connais ces coachs individuellement. Je vous dis, l'équipe du Cameroun, ce sont des gars, les entraîneurs, ce sont des gens qui maîtrisent correctement le football. Ce sont les experts de la chose. Je dis, les entraîneurs qui sont actuellement là, ce sont les experts de la chose. Ce sont les entraîneurs, ils ne sélectionnent pas un joueur parce qu'il faut sélectionner. Regardez un peu comment ça se passe. 3 équipes du Cameroun, 3 effectifs différents.
Et vous voyez, à chaque instant, ils sortent une touche. Voilà, par exemple, il a fait une observation par rapport à Ndjeng. Ndjeng qui était derrière, on avait dit que bon, Ndjeng ne joue plus, machin. Vous voyez, il a sorti Ndjeng. Il a mis Ndjeng. Ndjeng a fait son jeu, il a ressorti Ndjeng, il a mis à côté. Les gens se plaignent du fait que Zoua ne joue pas et tout. Laissez, les coachs savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent à quel moment ils vont sortir Zoua. Si les coachs font ce que vous voulez, ils ne sont plus coachs, c'est vous qui êtes devenus les coachs. Et c'est ça la touche du coach. Sortir quelque chose à un moment précis qui va faire la différence, qui fera la différence. Parce que les autres analysent les jeux. Les autres coachs analysent les jeux du Cameroun. Ils font des projections sur des jeux, sur des joueurs. Mais il faut les déstabiliser en enlevant ces joueurs et en faisant entrer les autres joueurs qui peuvent fournir en fonction des adversaires. Moi, je vous donne par exemple le match contre le Maroc. Rassurez-vous, ça ne sera plus la même équipe que vous avez vue. Et je suis convaincu que maintenant, il va aligner les gars qui réfléchissent beaucoup. Parce qu'on avait besoin des gars puissants contre le Congo. Maintenant, on a besoin des gars qui réfléchissent parce que les Marocains, ce sont des gars vifs et qui anticipent, qui vont vite. Maintenant, il faut les gars qui réfléchissent, qui jouent plus avec la tête. Jean-Marie, tu ouvres un angle et vous allez voir. Regardez les extraits du match Congo. Et vous verrez que ce match. Tu nous fais regarder les extraits de ce match Congo. Ce match, le prochain match du Cameroun. Maroc-Zambie. Vous aurez encore une autre équipe. Je ne serais pas surpris de voir Zoua au stade. Je ne serais pas surpris de voir le petit Koufana au stade. Je ne serais pas surpris de voir. Ils sont nombreux. D'accord. Laurent, vous permettez que je passe la parole à Maître Chitou qui est là depuis un bon bout. Bonsoir Maître. Bonsoir Amand, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les internautes. Alors, la clé du succès du coach Tungu, où la trouvez-vous? Bon, où la situez-vous? Je pense que ce qui a fait la différence, au niveau des Lions, je pense que c'est ce qu'on appelle le fight spirit. Ouais, vous pensez que la clé du succès, c'est au mental? C'est au mental que les Camerounais ont réussi à relever le défi et ils sont arrivés où on ne les attendait pas. Parce que tout le monde, personne ne vendait... C'est pas la préparation, c'est au mental? Bon, mental, est-ce que quand on dit au mental, on va toujours se préparer, il y a toujours une préparation d'avant-compétition. Mais s'il faut se baser sur la préparation, elle était mauvaise. Puisque Laurent, lui, semble... Elle était mauvaise. Laurent, lui, semble... Il dit, Laurent et Bertrand disent que la préparation, les Lions ont eu, n'est-ce pas, une excellente préparation, mais très bien... C'est pour cela que j'ai dit qu'elle était mauvaise. Élaborée. Si on s'en tient au résultat. Voilà. Tout le monde croyait que le Cameroun allait être éliminé même dès le premier tour. Voilà. Parce que tout le monde, quand vous voyez même les commentaires des tout le monde sauf moi. Non, mais il n'y a pas de raison d'exception. Quand vous voyez les commentaires des journalistes Canal et tout ça, personne ne vendait chez la peau du lion. C'est une mauvaise préparation, tout. Mais je pense que ça a été bien aussi parce que je pense que ça les a amenés à se surpasser, à ne pas avoir de zèle, en sachant qu'il faut jouer sur les véritables capacités. Les mauvais résultats ont eu un effet bénéfique pendant la préparation. Je ne peux pas dire si c'est un effet. Je peux pas dire que c'est un effet bénéfique, mais je vais simplement dire que, comme disait Laurent et M. c'est que les entraîneurs, peut-être pendant la préparation, savaient ce qu'ils recherchaient, ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Les gens pensaient simplement que pendant la préparation, ce qui était important, c'était les résultats, mais eux, ils savaient ce qu'ils recherchaient. Ce qui fait que ça a créé une psychose et tout le monde pensait que cette équipe était en difficulté. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop vite aussi se réjouir parce qu'on est sur le bon chemin. Je dis, l'objectif maintenant, c'est aller jusqu'au bout. On dit que l'appétit venant en mangeant. Maintenant, quand on est déjà à ce niveau-là, personne ne voudrait plus que le Cameroun sorte à ce niveau parce qu'au départ, si on avait éliminé cette équipe au premier tour, bon, tout le monde va dire ok, c'est normal, on s'attendait à ça et tout. Mais maintenant qu'ils nous ont déjà donné des envies, non, il ne faudrait même plus qu'ils essayent de s'arrêter là-bas. Il faudrait maintenant qu'ils redoublent d'ardeur, redoublent de vigilance parce que aussi, le Cameroun déjà aussi attendu. Le Maroc aussi va se méfier. Le Cameroun s'est attendu. Et maintenant, quand on est parti au début, on était pratiquement, en fait, on ne comptait pas sur nous. Mais aujourd'hui, déjà, le Cameroun a attendu. Donc, il faudrait qu'on tienne ce statut. Surtout que le Maroc n'a jamais
Non, Aman, vous voulez pas, je suis là. Allez-y. En match officiel, le Maroc n'a jamais battu le Cameroun. Je dis bien en match officiel. Je ne parle pas de match amicaux. Le match officiel, le Maroc n'a jamais battu le Cameroun. Donc il faudrait que c'est... Et le Maroc est dans une série de matchs sans défaite depuis un bon bout. Pour embrayer, n'est-ce pas, avec la demi-finale qui se joue mercredi prochain du côté de Limbe. Est-ce que, Laurent, vous souhaitiez dire un mot sur le prochain adversaire du Cameroun ou bien vous... Pas seulement sur le prochain adversaire, je voulais déjà revenir un peu sur ce que disait Maître tantôt, parce que nous parlons du Cameroun. Ouais. Et je parle en abordant la casquette d'entraîneur que je suis également, pour dire que la manière avec laquelle les spectateurs voient le match, ce n'est pas de la même manière que les coachs observent. Il y a une manière assez spécifique parce qu'on projette, on regarde, on analyse. Et Martin Tungo était d'ailleurs très confiant. Hein? Non, mais pas seulement Martin, tous les entraîneurs de football qui ont une certaine expertise, tous les spécialistes, même Bertrand Don qui est là. Quand nous avons vu l'équipe nationale du Cameroun, nous avons regardé l'effectif qui est là, la qualité des joueurs, nous avons dit c'est juste un problème de casting maintenant. Parce qu'au sein de cette équipe, il y a des gars hyper talentueux. Nous avons seulement eu un problème de préparation parce que les gars n'étaient pas suffisamment préparés. Ils n'ont pas eu de championnat pendant un bout de temps. Il y avait ce problème-là qu'il fallait permettre aux gars de se surpasser, ressortir de là où ils sont, sans compétition et entrer dans une compétition intense comme celle-là. Donc, il fallait déjà utiliser les mots qu'il faut pour galvaniser les joueurs psychologiquement et les amener directement à croire qu'ils peuvent jouer. C'est ce que le coach a réussi. C'est ce que les Camerounais ont réussi. Pas seulement les coachs, parce que tous les Camerounais qui sont autour de ces joueurs ont utilisé des stratégies, ont amené les enfants à croire. Parce que tous ceux qui avaient l'occasion de causer avec ces gars disaient vous pouvez. Et le coach, à travers les observations, les consultations et tout ce qu'il a fait, a trouvé qu'à un certain moment, il pouvait bien sortir un noyau qui peut donner le résultat. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous retrouvons avec des gars. Les gars ne sont pas allés apprendre à jouer. Ne pensez pas que lors des matchs préliminaires ou les matchs de pré-champ, où ils étaient vaincus, ils étaient gagnés, tu vois, directement ils sont devenus des grands joueurs. Ils ont appris à jouer en 2-3 jours ou en une semaine. Non, les gars étaient déjà des bons footballeurs. Sauf que lors des matchs préliminaires, les coachs savaient ce qu'ils recherchaient. Ils géraient les compartiments. D'accord, ça c'est compris. Ils géraient les doublures. D'accord. Maintenant, concernant le match, l'équipe du Maroc, par rapport aux demi-finales, c'est simple. Moi, je déplore seulement le fait que le Cameroun, à Boya, le premier match du Cameroun de l'équipe nationale à Boya, ne nous avait pas souri. Le match contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Bon, contrairement à Diapoma. Contrairement à Diapoma. Ça ne nous avait pas souri, mais ce n'était pas aussi contre nous. Parce que, quelque part, on n'avait pas perdu le match, on avait fait jeu égal contre l'Afrique du Sud. Mais maintenant, il faudrait que le public et tous ceux qui peuvent être autour de cette équipe... Le public de Boya est-il aussi fervent que celui de Douala? Ce n'est pas seulement le public de Boya. Les gens sont partis de Yaoundé pour aller voir les matchs à Douala. Certains sont partis de Boya pour aller voir les matchs à Douala. Donc certains sont partis de l'Ouest ou du Sud ou de n'importe où. Il y a même des gens qui ont pris des avions pour aller voir les matchs à Douala. Donc il y a certains qui vont partir de Douala, de Yaoundé, pour aller voir les matchs à Douala. Nous, par exemple, nous sommes presque de toutes ces compétitions, de tous ces déplacements. On peut voir les matchs parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Et directement, on ira, on va voir le match, on va galvaniser les gars, on va encourager les gars. C'est notre devoir. C'est un devoir citoyen. Être autour de cette équipe, remonter le moral des enfants. Et je suis convaincu que si les gars jouent, le Cameroun joue généralement en fonction des adversaires. Nous n'avons pas un style de jeu que nous allons dire nous allons préparer. Non. Nous avons vu le match. Nous savons qui sont les meneurs, le fond de jeu, le système. Nous allons étudier le système et nous allons appliquer notre système en fonction du leur. Et chemin faisant, et vous allez voir le résultat. Mais je suis confiant. Cette coupe ne va pas nous échapper. D'accord. Bertrand, Lyon contre Lyon. Quelle équipe pour les Lions indomptables? Oui, j'étais déjà en train de dire que moi je suis l'un des organisateurs du match amical Cameroun-Maroc en 2018. Oui, le Maroc a gagné le Cameroun par 3-1. C'était un match amical, même niveau. Je pense quand même que c'est le seul match qu'ils ont déjà joué à cette catégorie.
Et dans les autres catégories, comme le disait Maître, le Cameroun a toujours gagné un match officiel. Donc tout ce que je pense, c'est que si nous abordons le match avec un esprit de gagnant, comme on a toujours fait, et surtout ce qu'il faut noter, c'est que, et ce que je voudrais dire à beaucoup de gens, c'est que le championnat a un impact au premier tour. Maintenant, quand vous abordez le deuxième tour, c'est plutôt la fraîcheur des joueurs qui compte. Ça veut dire que les joueurs qui ont accumulé un grand nombre... C'est là où c'est en notre faveur. Oui, c'est là où ça joue en notre faveur. Parce qu'il fallait nous éliminer au premier tour, parce que les gars devaient prendre le rythme. Maintenant, ils les ont laissés prendre du rythme. Maintenant, c'est plutôt ceux qui ont le moins de matchs. Le moins de matchs qui seront un peu plus alertes. Qui seront un peu plus à l'aise. Donc, c'est à peu près ça le détail qu'il y a dans cette compétition. À ce niveau, surtout quand vous arrivez déjà au deuxième tour. Parce que les équipes qui ne sont pas bien préparées, on les élimine au premier tour et très rapidement parce qu'ils ne sont pas prêts, comme on est toujours en train de dire. Et là, je pense quand même que le Cameroun va déjà avec un bon pronostic. Et je suis confiant que ce jour-là, à Buea, le Cameroun, malgré le fait que, comme le disait Laurent, qu'on n'a pas eu un bon résultat lors du premier match à Buea, à Limbe, ce n'était pas aussi mauvais comme on se disait. Donc, moi, je suis convaincu que le Cameroun, avec le retour de certains, avec les réajustements techniques et aussi avec l'esprit même des gars, parce que les gars ne peuvent pas se laisser battre aussi facilement. Donc, je sais que le Cameroun pourra revenir à Yaoundé pour que nous vivions la finale. D'accord. Alors, M. Foula, moi, je vais aborder un autre aspect. Cette transhumance de l'équipe nationale qui aura pratiquement parcouru les 75% des sites retenus. Nous partons de Yaoundé, Japoma, Douala, et voilà l'équipe nationale du côté de Limbe. Quelle analyse faites-vous de cette rotation? Une très bonne chose. D'abord, l'un des petits reproches que l'on aurait pu faire au Chan, c'est d'avoir confiné cette compétition à trois régions, à trois sites. Yaoundé, Douala et Boyalimbe. Mais alors le fait que l'équipe nationale parcourt ces régions, non seulement au vu du contexte actuel, vous vous rappelez lors de cette émission à la fin de Chan, on avait parlé des menaces que certains aventuriers, je ne peux pas les appeler apprentis sorciers, certains sorciers avaient laissé planer sur la sécurité des joueurs, des médias et même des touristes. Vous constatez que jusqu'à date, on ne nous a pas encore signalé un incident. D'ailleurs, les nouvelles les nouvelles fraîches qui nous viennent de Limbe nous signalent un engouement extraordinaire du public. Vous savez, les populations de Limbe et de Buea aiment d'abord leur pays dans la majorité et aiment surtout les lions indomptables. Les lions indomptables. Vous avez aussi remarqué, à moins que lors de le précédent match, moi j'ai visionné ce match avec nos frères, si on peut les appeler comme ça, du nord-ouest et du sud-ouest. Il n'y avait plus. On a fait le distinguo entre les francophones et les anglophones. Nous étions tous camerounais jusqu'à la dernière seconde. On ne connaissait plus, il n'y avait plus de distinguo entre nous. Donc pour eux, c'est pratiquement une bénédiction. Et je peux vous dire que cela va booster le moral des enfants. Parce que les enfants savent qu'ils sont attendus au tournant. Comme disait Maître tout à l'heure, ils n'ont plus droit à l'erreur. Tout, nous, ce que nous attendons, c'est la victoire. Et à Limbe, je crois que les Lions vont produire la meilleure prestation. Et puis, je veux aussi terminer par les encouragements de l'État. Vous avez vu le chef de l'État lui-même qui a fait un tweet pour féliciter les Lions. Et en dehors de ces tweets, très remarqué, il a offert une prime spéciale, à chacun des joueurs, y compris aux réservistes. 7 millions pour les joueurs et 3,5 millions pour les 10 réservistes. Donc, le chef d'État lui-même suit personnellement ce qui se passe. Et je crois que son engagement sera encore un booster supplémentaire pour ses enfants, pour leur encadrement. Une victoire pour, n'est-ce pas Il n'y a pas d'autre alternative. C'est la victoire et rien que la victoire.
à Limbe. C'est bien ça, mercredi. Limbe d'abord et Yaoundé par la suite pour la finale. D'accord, d'accord. Alors, le temps qui nous est imparti est déjà presque à son terme. On embraye avec le dernier sujet. Lui concerne, n'est-ce pas, la FECAFOOT, où 51 membres de l'Assemblée Générale font lire l'heure. C'est de Bobonjoya, il faut le dire, on le dit ainsi, hein, pour, pourquoi pas, utiliser les termes du quartier, c'est que le président de la FECA. Ben voilà, alors il est donc ici question d'un examen des conséquences de la sentence arbitrale du TAS du 15 janvier, l'adoption des mesures appropriées visant à sauvegarder les intérêts communs des membres de la FECAFOOT conformément à l'article 3 alinéa 10. Maître, quelle crédibilité accorder à cet AG? Aucune. Aucune. C'est de l'agitation pure et simple. C'est de l'agitation pure et simple. Déjà, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que le AG représente? Qu'est-ce que le AG et leur association peut changer une décision du TAS ou de la FIFA? Répondez-moi, maman. C'est moi qui pose les questions. Oui, mais justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Laissez-moi parler, vous aurez votre temps de parole. Pourquoi vous agitez? Vous posez des questions. Pourquoi vous agitez? Il a posé des questions. Quand je pose, c'est une façon de s'exprimer. Il va répondre. C'est une façon de s'exprimer. Je pose la question, je vais répondre. Il va répondre même à cette question de communication. De communication. Et vous le savez bien. Et c'est pas votre intérêt. Allons-y, maître. Allons-y. Moi, je dis à moi, je reste constant. Je n'ai même pas trop de choses à dire. Vous êtes constant, cohérent. Oui, je n'ai pas trop de choses à dire sur ce sujet parce que c'est de la pure agitation, pure diversion. Je ne vois même pas l'impact que ça aura en dehors de ce que ça va agiter les gens dans les médias, ainsi de suite. Quel impact ça aura sur la décision que la FIFA a prise de que ces gens-là assument l'intérim? Moi, je veux bien savoir, et moi, je dis aucun. J'ai dit aucun impact. Maintenant, les gens vont spéculer, ils peuvent dire ce qu'ils vont dire, ça donne matière à parler aux gens. Les gens vont aller, comme au Cameroun, on aime la polémique. Les gens seront fiers de parler. Mais je vais vous dire une chose. Je veux dire une chose. Tout ça, c'est que les Camerounais aiment être distraits. Parce qu'on laisse l'essentiel, on aime parler des futilités, ce sont des futilités. D'accord. Il est grand temps qu'on regarde devant, qu'on regarde la direction, la même direction pour faire avancer le football. Aujourd'hui, le CHAN nous donne l'occasion de pouvoir relancer le championnat national parce qu'on comment est-ce qu'on va relancer le championnat avec non, je dis quand je dis il ne faut pas transvertir mes paroles. Je veux dire, on a toujours dit que le championnat quand même n'avait aucun niveau. Je dis donc que le CHAN nous donne l'occasion de constater qu'il y a du talent dans cette équipe. Maintenant, il faut regarder la main. Dans quel championnat? Il n'y a pas eu de championnat. Ce sont les amateurs. Il y a le talent de chaque championnat. Ils jouent. Vous n'avez pas eu. Ils jouent ces gens-là. Le tournoi de la semaine. Non, il faut laisser tête. Le tournoi de la semaine. Le général a voulu. Laisse la polémique. Attendez que je finisse. Vous êtes de là. Qu'est-ce que vous racontez? Allons-y. Ils font comme des fourmis maniants qui sont. Allons-y, maître. Chutez. En tout cas, je chute, j'ai tout dit. C'est de la pure agitation. D'accord. Pure agitation, c'est ce qu'on retient de votre lecture. Moi, je suis un peu surpris. Quand Maître dit que la FIFA a sorti les textes qui sont au-dessus et tout ce qu'on fait, c'est plus agitation. J'ai comme impression qu'il oublie le dernier scoop en date à la CAF. La FIFA avait aussi pris les résolutions contre Amat. Aujourd'hui, on voit que le TAS a débouté leurs résolutions. Et les résolutions prises à la fédération par la FIFA. Moi, j'appelle ça la comédie. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est un usurpateur, quelqu'un on ne le connaît même pas, quelqu'un est un agitateur, quelqu'un même sa présence même n'est pas justifiée. Et on lui dit va organiser les élections. Et on donne sincèrement, il y a un moment, moi je me dis, c'est comme si peut-être les acteurs du football sont incapables de gérer les choses. Nous, acteurs, nous vous demandons à tous les agitateurs, dégagez, nous allons gérer le football.
vous allez voir. Vous avez dit dans le passé qu'il n'y avait pas de gars instruits, il n'y avait pas de gars intellectuels, il n'y avait personne. Mais aujourd'hui, on peut vous démontrer que parmi les acteurs, il y a des gens capés qui ont fait des formations dans le domaine, qui peuvent bien gérer cette fédération. Parce que quand je regarde ce qui se passe là, c'est de la comédie pure. Vous ne pouvez pas être au-dessus d'une sentence. Vous avez d'abord commencé, on avait sorti la sentence. Le général avait mis le pion à la fédération. Moi, je me comprends, je me pose bien la question de savoir ce qui se passe dans cette fédération qui passe autant à perdre des procès. La sentence contre la fédération, vous avez perdu. Quel crédit accordé à cet AG? Mais la question. Le crédit, attendez que les résolutions soient prises. Attends un peu, ne mettez pas les charrues avant le bœuf. Là, vous pensez que ça a été convoqué inutilement? C'est sur la base des mêmes textes, des résolutions, de la décision, de la sentence du TAS. Hein? C'est à partir de là. Vous avez vu que même les membres de l'exécutif de 2009 ont commencé à siéger. Donc, même les membres de l'exécutif de 2009 ont commencé à siéger. Hein, ils ont commencé à siéger. Vous avez dit qu'ils n'étaient plus dans le football. C'était les arguments donnés à la fédération, par la FICAFOOT, par les usurpateurs, qui ont dit que ces gens-là n'étaient plus dans le football. Ils ont siégé pour démontrer qu'ils sont encore dans le football et beaucoup sont membres des clubs, présidents des clubs. Vous n'allez pas venir dire qu'ils ne sont plus dans le football. Et vous n'allez pas également dire que... Regardez un peu, ça c'est 2000... Là, ce qui est en train de se tenir là, ce sont les gens, je crois que c'est 2019 ou 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, 2018. Et vous allez dire que ceux-là n'étaient pas dans le football. Vous dites que ce qu'ils vont prendre comme résolution, ce sont des résolutions insensées, c'est de la pure agitation, c'est faux. Attendez donc les résolutions. C'est comme vous pensez qu'ils sont sortis de nulle part pour se retrouver là, et que les résolutions qu'ils vont prendre n'auront pas d'impact. Vous allez lire. Vous allez lire. Vous-même, vous allez lire ça sur vous. Parce que tel que ça se présente là, automatiquement, nous respectons encore l'État du Cameroun. Nous respectons le Chan. Nous préservons l'image du Cameroun. Nous avons décidé de ne pas ternir l'image du Cameroun. Parce que ce qui est en train de se... Donc, après le Chan, au Cameroun, là, c'est l'inédit. Dès qu'on va finir là, les étrangers vont rentrer chez eux. Nous allons rester résoudre le linge sale va se laver en famille. Ne pensez pas que vous êtes plus Camerounais que nous. Et nous allons résoudre ce problème. Vous avez mis le président de club en cellule. Rassurez-vous que nous sommes également les présidents de club. Je pense que les cellules là, on va les agrandir pour accueillir tous les présidents de club. Parce que là, c'est nous qui investissons dans le football. Ce ne sont pas les arrivistes, ce ne sont pas ceux qui ont été parachutés qui viendront nous dicter comment faire. Il y a certains qui font déjà des campagnes. C'est-à-dire que les gens refusent d'être président de club au Cameroun. Certains refusent d'injecter leur argent dans le football. Nous sommes là, nous sacrifions nos familles, nous détruisons tout, nous pillons nos patrimoines pour gérer les clubs de football. Mais eux, ils restent chez eux. Hein, ils attendent seulement parachuter à la fédération. C'est-à-dire que venir être président de la fédération, ils ont commencé les campagnes, il y avait d'autres qui au nord, d'autres qui sont en train d'aller à Bertois et tout. On va voir. D'accord. On verra si c'est vous qui dirigez le football, si c'est nous qui dirigeons le football. En attendant, voir, Monsieur Nfoula, qu'en pensez-vous? Quelques arguments de droit. Moi, je ne serai même pas très long à la suite du président. La sentence du TAS est claire. Tout le processus et toutes les décisions sont annulées. Ça signifie que ces messieurs n'ont aucune qualité. Donc ils ne peuvent même plus. Je ne sais même pas pourquoi on les autorise à entrer même. Mais il y a quand même une fenêtre que le TAS a laissé à la FIFA de désigner qui peut... Encore que vous admirez la contradiction entre la décision du TAS en ce qui concerne la FECAFOOT et la décision du même TAS en ce qui concerne la CAF. Il y a quand même là deux points de mesure. Les sorties de la secrétaire et la sortie du président. Président, j'en arrive. Je termine simplement par une petite remarque. Et le moment des comptes arrive. C'est-à-dire, ils peuvent jouer aux héros, aux faux héros surtout. Mais tous les actes que ces messieurs posent, comme j'ai dit, sont d'abord de nuls effets et ils n'ont pas qualité. Et maintenant, ça va prendre une tenue pénale. On va leur demander en tant que qui est-ce qu'ils ont posé une quelconque décision. Donc ce sont pas seulement des usurpateurs, mais ce sont des imposteurs. Parce qu'on ne les reconnaît même plus, on ne les a jamais reconnu la qualité d'être président à la FECAFOOT. Maintenant, s'ils tentent de poser un seul acte, le moment venu, chacun va rendre les comptes. Et comme je vous ai dit, le fait d'être président de la FECAFOOT, je n'ai pas voulu jouer au niveau, ne vous donne ni l'immunité, ni l'impunité. Plusieurs présidents de la FECAFOOT sont maintenant à Konengi, d'autres vont les suivre.
D'accord. Pierre Claver, est-ce que au sortir de cet AG, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au sortir de cet AG? Cet AG peut décider de la destitution de l'intérim du président de Seydou Bombo-Dioua, ou alors peut entériner l'intérim. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ouais. C'est le président de Paris qui s'est sacrifié du jour au lendemain, de nuit, jour de nuit, pour que cette fédération existe. Si aujourd'hui, ils ont réussi. Mais on voit quand même que ce sont ces mêmes présidents de clubs qui sont responsables de cette situation. Ils sont déjà unis. Si c'est ça, je dis bien, si c'est ça, cette tumeur-là va sortir. Ce sont les véritables acteurs du football. Les 51 membres de l'AG. Comme disait Maître tout à l'heure, le punité, le quoi du président. Président de la fédération Cameroun de football. Tu es qui? Tu gères ton air, tu gères Canon, tu gères Unismo Bafam. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es que là que pour être un dirigeant, des gens qui sont là pour mettre du leur. Mais par-dessus cela, il y a des... Je me pose, je vous ai dit, je ne vais même plus parler de ce dossier parce que ça c'est, je vous ai dit, j'ai utilisé mon terme jusqu'à, c'est de la colonisation que ces blancs-là, par machin, tout là, qui nous excusent avec ça. Comme a dit Laurent tout à l'heure, je vous dis, attendez que le champ finisse. Vous allez voir. D'accord. Maître, nous sommes presque arrivés au terme de ce programme. Votre mot de fin, on promet, n'est-ce pas, monts et merveilles, 1000 tourments, n'est-ce pas, à l'exécutif après le Chan. Oui, mon mot de fin, c'est que vous avez bien vu. Vous avez bien vu qu'il y a des gens qui sont des va-t-en-guerre. Quand on a essayé par les tests, quand ça ne marche pas, on peut prendre par la force. Mais je veux vous rappeler que même les militants du MSC, ils ont fait ça. Ils étaient plus nombreux que vous. Les cellules étaient assez pleines pour eux. Donc les va-t-en-guerre, on n'est pas dans un désordre. On est dans un pays et le pays est dirigé. Le pouvoir n'est pas dans la rue. Personne ne peut se lever et dire aujourd'hui je prends. Moi je vais vous dire une chose. Et tu as bien fait de le remarquer tout à l'heure. C'est que il y a une décision du TAS. Le TAS ouvre une fenêtre en disant que la FIFA peut décider de maintenir cet effectif ou de nommer un comité de normalisation. Mais ça, c'est ce qu'on ne veut pas dire aux Camerounais. On va rentrer dans l'agitation inutile. Maintenant, la FIFA prend ses responsabilités et décide de maintenir cela. Vous avez beau dire, ils n'ont pas été élus, mais la FIFA a décidé de les reconduire. Et c'est ça qui forme de légitimité actuellement. Tout ce que vous allez faire, c'est que du plus racontage et de l'agitation. On n'en a pas besoin. Et je vous rappelle que quand vous serez, vous bavardez même ici, la personne ne vous laissera dans la rue. Et si vous êtes ces êtres même là, ne le comptez pas sur moi, vous venez me le poser. On va appeler le maître. On est je suis très surpris de la position de maître. Pourquoi? Car cela de il y a une chose de ma profession. Si c'est ça, on va se gâter. Non, c'est ça, je refuse. Parce que quand je dis non, si c'est ça, je vais me on ne s'emballe pas, on s'emballe pas. On s'emballe pas. Non, je ne permets pas. Parce que tout le monde connaissait Laurent, 30 secondes, c'est fini. C'est terminé. Ne vous permets pas. Il oublie quelque chose. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé à la fédération, ce n'était qu'un abus parce que les gars sont allés donner une notification du site au président Seydou. Je pense que même quand les présidents disent qu'après ça va chauffer, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des coups de poing. On va utiliser les méthodes que nous avons utilisées pour vous gagner au TAS. Les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent pour vous faire perdre tous les procès. J'ai dit bien, toutes les méthodes que nous avons utilisées pour vous gagner partout. Parce que voilà une fédération qui a 15 procès. Et les 15 sur 15 procès, ils perdent 12. Et d'autres procès, et d'autres sont encore en cours. D'autres qui arrivent. Et c'est terrible. D'accord, merci. Ça n'a rien à voir. Quel impact que ça va avoir l'AG? Merci. Ils ont perdu le procès, c'est les faits. Les faits sont clairs. Attendons les résolutions de l'AG. Je suis d'accord avec attends les résolutions de l'AG. Vous les opposez à deux, pourtant ils ont tout est tracé. Allez, les résolutions de l'AG. Pourquoi tu fais ça? L'AG est au-dessus. Attendons les résolutions.
Merci monsieur d'avoir une fois de plus honoré ce rendez-vous passionnant, captivant et surtout très intéressant. Fin de ce programme, on se donne rendez-vous lundi prochain, même chaîne, même sourire et surtout avec